L'aventure de l'Étoile de l'Ouest. Placé devant la fenêtre de l'appartement de Poirot, j'observais distraitement la rue en contrebas. Étrange, lançai-je brusquement, le souffle court. Quoi donc, mon ami? Demanda placidement Poirot, du fond de son confortable fauteuil. Jugez vous-même, Poirot. Une jeune femme élégamment vêtue, chapeau coquet, fourrure somptueuse, avance lentement en levant les yeux sur les maisons alentour. Sans le savoir, elle est pistée par 3 hommes et une autre femme. Un garçon de course vient juste de se rejoindre au groupe et montre l'inconnu du doigt avec de grands gestes. Quel drame est en train de se nouer? La jeune personne est-elle une malfaitrice? Et ses suiveurs des détectives, sur le point de l'arrêter? Ou des misérables prêts à attaquer une innocente victime? Qu'en pense le grand détective? Le grand détective, mon ami, choisit comme toujours le parti le plus simple. Il se lève pour se rendre compte par lui-même. Et Poirot me rejoignit à la fenêtre. Un moment plus tard, il laissa échapper un gloussement amusé. Comme d'habitude, votre romantisme marque vos observations. Cette personne est Miss Mary Marvel, l'actrice de cinéma. Elle est suivie par une troupe d'admirateurs qui l'a reconnue. Et en passant, mon cher, j'ajouterai qu'elle se rend parfaitement compte de la chose. J'éclatai de rire. Ainsi tout s'explique. Mais vous ne marquez aucun point, Poirot. Ce n'était que pour vous mettre à l'épreuve. En vérité? Et combien de fois avez-vous vu Mary Marvel à l'écran? Je réfléchis. Environ une 12aine de fois. Et moi une seule. Cependant, je la reconnais, et vous pas. Elle semble si différente, hasardai-je assez mollement. Ah! Espériez-vous qu'elle se promènerait dans les rues de Londres coiffée d'un chapeau de cow-boy, ou pieds nus et les cheveux en désordre? En typique jeune fille irlandaise. Avec vous, c'est toujours l'accessoire. Souvenez-vous de l'affaire de la danseuse Valérie Sinclair. J'haussai les épaules légèrement vexé. Mais consolez-vous, mon ami, continua Poirot en se calmant. Tout le monde ne peut être comme Hercule Poirot, je le sais bien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui eut une aussi bonne opinion de soi, m'exclamai-je, à la fois amusé et agacé. Que voulez-vous, lorsque l'on est unique, on le sait, et d'autres partagent cette opinion. Même Miss Mary Marvel, si je ne me trompe. Quoi? Sans aucun doute, elle vient ici. Qu'est-ce qui vous le fait penser? Très simple. La rue n'est pas aristocratique, mon ami. Elle ne compte pas de médecins ou de dentistes en vogue, encore moins de modistes. Mais il y a un célèbre détective. Oui, mon ami, c'est ainsi. Je suis devenu à la mode, le dernier cri. On se chuchote, l'un à l'autre. Comment? Vous avez perdu votre étui à cigarette en or? Vous devriez aller consulter le petit Belge. Il est merveilleux. Tout le monde y va. Courez. Et ils arrivent en masse, mon ami, avec les problèmes les plus fous. Le timbre d'une sonnette résonne en bas. Que vous disais-je? C'est Miss Marvel. Comme de coutume, Poirot avait raison. Après un court intervalle, l'actrice américaine fut introduite dans la pièce et nous nous levâmes. Mary Marvel était une de ces actrices les plus populaires de l'écran. Elle venait d'arriver en Angleterre, accompagnée de son mari, Gregory B. Wolfe, lui aussi acteur de cinéma. Leur mariage avait eu lieu environ 1 année plus tôt aux États-Unis, et c'était là leur première visite en Grande-Bretagne. On leur avait fait une réception grandiose. Tout le monde était prêt à raffoler de Mary Marvel, de ses vêtements merveilleux, de ses fourrures, de ses bijoux. D'un bijou surtout, d'un gros diamant, dont le surnom s'accordait bien avec sa propriétaire, l'Étoile de l'Ouest. Beaucoup de vrais et de faux avaient été écrits au sujet de cette fameuse pierre, dont on disait qu'elle était assurée pour la somme colossale de 50 000 livres. Tous ces détails me traversèrent rapidement l'esprit, alors que je me joignais à Poirot pour accueillir notre belle cliente. Miss Marvel était petite, mince, blonde, d'apparence très jeune, avec les yeux innocents d'une fillette. Poirot lui avança une chaise, et elle déclara tout de suite. « Vous allez probablement penser que je suis ridicule, monsieur Poirot. Mais Lord Cronshaw me racontait hier la façon ingénieuse dont vous avez éclairci le mystère de la mort de son frère. Et j'ai eu le sentiment qu'il me fallait recourir à votre expérience. J'ose affirmer qu'il ne s'agit, en fait, que d'une mauvaise plaisanterie.
C'est ce que pense Grégory. Cependant, je suis terriblement inquiète. Elle s'interrompit pour reprendre haleine. Poirot l'encouragea d'un sourire. Poursuivez, madame. Pour le moment, je ne sais encore rien. Ce sont des lettres. Miss Marvel ouvrit son sac à main et en sortit 3 enveloppes qu'elle tendit au Belge. Il les examina minutieusement, tout en remarquant. Papier bon marché, le nom, l'adresse, prudemment tapé à la machine. Voyons l'intérieur. Il sortit le contenu de la première enveloppe et je m'approchai pour lire par-dessus son épaule. Il n'y avait qu'une seule phrase, tapée, elle aussi à la machine. Le gros diamant qui est l'œil gauche du dieu doit retourner à sa place originelle. La seconde lettre était rédigée exactement dans les mêmes termes, mais la troisième s'avérait plus explicite. Vous avez été prévenu. Vous n'avez pas obéi. Le diamant va donc être enlevé, à la pleine lune. Les 2 diamants, qui sont l'œil gauche et l'œil droit du dieu, lui seront restitués. C'est écrit. J'ai traité la première lettre comme une plaisanterie, expliqua Miss Marvel. Lorsque j'ai reçu la deuxième, j'ai commencé à être intrigué. La troisième m'est parvenue hier, et il m'a semblé que l'affaire pourrait être plus sérieuse que je ne l'imaginais tout d'abord. Je vois que ces lettres ne sont pas passées par la poste. Non, elles ont été apportées par un Chinois. C'est ce qui m'effraie. Pourquoi? Parce que c'est à un Chinois que Grégory a acheté la pierre, il y a 3 ans, à San Francisco. Je vois que vous êtes convaincue, madame, que le diamant en question est l'étoile de l'Ouest. C'est exact. Grégory se souvient qu'à l'époque, une histoire se rapportait à la pierre. Et le Chinois ne fournit aucune explication. Il paraissait seulement mort de peur et terriblement pressé de se débarrasser de l'objet. Il n'en demandait que le 10e de sa valeur. C'est le cadeau de mariage de mon mari. Poirot haussa pensivement la tête. L'histoire semble d'un romanesque presque incroyable. Et cependant, qui sait? Hastings, passez-moi mon almanach, je vous prie. Je m'exécutai. Voyons, murmura le petit homme en tournant les pages. Quelle est la date de la pleine lune? Ah, vendredi prochain, dans 3 jours. Eh bien, madame, vous souhaitez mon avis? Je vous le donne. Cette belle histoire peut être une mauvaise plaisanterie, mais il est permis d'en douter. En tout cas, je vous conseille de placer ce diamant sous ma garde jusqu'à vendredi prochain. Nous pourrons prendre ensuite les mesures qui vous plairont. Un léger nuage passa sur le visage de l'actrice qui répondit, consternée. J'ai peur que cela ne soit pas possible. Vous l'avez avec vous, n'est-ce pas? Poirot l'observait avec attention. La jeune femme hésita. Puis, glissant la main dans l'ouverture de sa robe, elle tira une longue chaîne fine. Elle se pencha et découvrit dans sa paume une pierre d'une eau admirable, merveilleusement sertie dans une couronne de platine, et qui jetait 1000 feux. Ça alors, murmura-t-il. Vous permettez, madame? Il prit le bijou et l'examina avidement, avant de le rendre à la jeune femme avec une légère inclinaison de la tête. Une pierre magnifique, sans le moindre défaut. Ah, vous la portez avec vous, comme ça? Non, non. En fait, je suis très prudente, monsieur Poirot. Habituellement, elle est enfermée dans ma boîte à bijoux et disposée dans le coffre de l'hôtel. Nous sommes descendus au Magnifique. Je ne la porte aujourd'hui que parce que je voulais vous la montrer. Et vous allez me la laisser, n'est-ce pas? Vous suivrez les conseils de papa Poirot. Il faut que je vous explique, monsieur Poirot. Vendredi prochain, nous allons à Yardley Chase pour passer quelques jours avec Lord et Lady Yardley. Ces mots éveillèrent en moi une vague réminiscence. Certains racontèrent, quelques années plus tôt, Lord et Lady Yardley s'étaient rendus aux États-Unis, et la rumeur affirmait que le comte y avait, en quelque sorte, mené la grande vie avec l'aide de quelques amis. Mais il y avait sûrement plus que cela, quelque chose d'encore plus malveillant, qui associait le nom de Lady Yardley à celui d'une vedette de l'écran, lors de son passage en Californie. Cela me vint à l'esprit comme un éclair. Bien sûr, il s'agissait tout simplement de Gregory Beowulf. Je vais vous confier un petit secret, monsieur Poirot, continuait Miss Marvel. Nous sommes en train d'arranger une petite affaire avec Lord Yardley. Il y a des chances pour que nous tournions un film sur son domaine. À Yardley Chase, m'écriai-je intéressé. Mais c'est un monument d'intérêt touristique.
J'imagine que c'est en effet un genre de vieillerie authentique. Mais Lord Yardley demande un prix assez élevé, et je ne sais pas encore si l'affaire se fera. Cependant, Greg et moi aimons joindre l'utile à l'agréable. Je vous demande pardon si je parais stupide, madame. Il est certainement possible de visiter Yardley Chase sans emporter le diamant. Le regard de Miss Marvel se durcit, perdant son apparence enfantine. L'actrice parut soudain beaucoup plus âgée. Je veux le porter là-bas. Sans aucun doute, dis-je brusquement. La collection Yardley compte des bijoux très célèbres, dont un très gros diamant, je crois. En effet, répondit-elle brièvement. J'entendis Poirot grommeler sourdement. Ah, c'est comme ça. Puis à voix haute, avec son inexplicable chance habituelle de faire mouche, qu'il nommait pompeusement psychologie, il dit. Vous connaissez donc déjà Lady Yardley, ou peut-être est-ce votre mari qui la connaît. Greg a fait sa connaissance lorsqu'il se trouvait dans les États-Unis de l'Ouest, il y a 3 ans. Elle hésita un moment avant de lancer, d'un ton brusque. L'un de vous a-t-il lu le magazine Les Cancans de la Société? Nous fûmes forcés d'avouer honteusement notre ignorance. Je vous le demande parce que cette semaine, un article a paru au sujet de bijoux célèbres, et il est vraiment très curieux. Elle s'interrompit. J'allai vers la table placée à l'extrémité de la pièce et rapportai la revue en question. Elle me la prit des mains, chercha l'article, le trouva et lut à voix haute. Parmi les nombreuses pierres célèbres, on compte l'étoile de l'Est, un diamant actuellement en possession de la famille Yardley. Un ancêtre de l'actuel Lord Yardley le rapporta de Chine, et une histoire romanesque est réputée s'y attacher. La pierre aurait été l'œil droit du dieu d'un temple sacré. Un autre diamant de forme et de dimension identiques aurait représenté l'œil gauche de ce même dieu, et la date de sa disparition est inconnue. Un œil du dieu ira à l'ouest, et l'autre ira à l'est, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau et retournent triomphalement à leur place. Par une curieuse coïncidence, une pierre connue sous le nom de l'étoile de l'Ouest correspond parfaitement à la description de l'étoile de l'Est. Elle est actuellement la propriété de la célèbre actrice de cinéma, Miss Mary Marvel. Une comparaison entre les deux joyaux serait intéressante. La lectrice s'interrompit. « Épatant !» s'exclama Poirot. « Sans aucun doute un roman de premier ordre. Et vous n'avez pas peur, madame ? Vous ne redoutez pas de confronter deux sœurs jumelles, de crainte qu'un Chinois n'apparaisse et pas ces muscades les remporte à toute allure en Chine? » Sous son ton moqueur, je devinai une gravité voilée. Je ne crois pas un instant que le diamant de Lady Yardley vaille le mien, répondit la jeune femme. En tout cas, je vais bientôt pouvoir en juger. Je ne sais ce qu'aurait pu ajouter Poirot, car à ce moment, la porte s'ouvrit pour livrer passage à un homme superbe, de sa tête brune et bouclée à la pointe de ses bottes vernies. Il représentait le parfait héros de roman. « J'avais promis que je viendrais vous chercher, Mary, » lança Gregory Rolfe. « Et me voici. Que dit monsieur Poirot? Que dit monsieur Poirot de notre petit problème? Une mauvaise plaisanterie, comme je vous l'affirmais. » Poirot sourit. L'acteur et lui formaient un contraste ridicule. « Mauvaise plaisanterie ou pas, répliqua-t-il sèchement, j'ai conseillé à madame votre épouse de ne pas emporter le diamant à Yardley Chase. Je vous comprends, monsieur, j'ai déjà donné le même conseil à Mary. Mais voilà, elle est femme, et j'imagine qu'elle ne peut supporter l'idée qu'une autre femme l'éclipse en bijoux. » « Quelle absurdité, Grégory, répondit vertement Mary Marvel, qui, cependant, rougit de colère. Poirot haussa les épaules. « Madame, je vous ai donné mon avis. Je ne puis rien de plus. C'est fini. » Il les accompagna à la porte. « Ah là là, soupira-t-il en revenant, histoire de femme. Le bon mari a frappé droit au but. Tout de même, il a manqué de tact. » Je lui confiai mes vagues réminiscences et il hocha vigoureusement la tête. Je m'en doutais. Cependant, il y a quelque chose de bizarre dans tout cela. Avec votre permission, mon ami, je vais prendre l'air. Je vous prie d'attendre mon retour, je ne serai pas long. J'étais à demi assoupi lorsque la logeuse frappa à la porte et passa la tête par l'entrebâillement pour chuchoter. « C'est une autre lady qui vient vous voir, monsieur Poirot. Je lui ai dit qu'il était sorti, mais elle préfère attendre, car elle arrive de la campagne. Faites-la entrer, madame Murchison. Peut-être pourrais-je lui être utile. » Lorsque la personne fut introduite, mon cœur fit un bond, car je la reconnaissais.
La photo de Lady Yardley avait figuré trop souvent dans les journaux mondains pour qu'elle me fût inconnue. « Prenez place, Lady Yardley. » Et je lui avançai un siège tout en expliquant. « Mon ami Poirot est absent, mais il sera bientôt de retour. » Elle me remercia et s'assit. Un type de femme bien différent de Mary Marvel. Grande, brune, avec des yeux pétillants, dans un visage pâle et fin, avec toutefois quelque chose de désenchanté dans le dessin de sa bouche. J'éprouvai le désir de me montrer à la hauteur de la situation. Pourquoi pas? En la présence de Poirot, je ressens souvent une sorte de gêne. Je ne parais pas à mon avantage. Et cependant, moi aussi je possède sans aucun doute une certaine puissance de raisonnement. Poussé par une brusque impulsion, je me penchai vers la visiteuse et remarquai. « Lady Yardley, je sais pourquoi vous êtes ici. Vous avez reçu des lettres de chantage au sujet du diamant. » Mon attaque fit son effet. Elle me contempla, la bouche ouverte, toute couleur ayant disparu de ses joues. « Vous savez, souffla-t-elle. Comment? » Je souris. Par un procédé parfaitement logique. Si Miss Marvel a reçu des lettres de menaces, Miss Marvel, elle est venue ici? Aujourd'hui même. Comme je vous le disais, si en tant que détentrice de l'un des diamants jumeaux, elle a reçu des lettres de menaces mystérieuses, vous, qui possédez l'autre joyau, devez être placé dans la même situation. Vous voyez que c'est très simple, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Vous aussi, vous avez bien reçu des lettres comminatoires. Elle m'étudia un moment, semblant hésiter à m'accorder sa confiance. Puis elle hocha la tête, avec un petit sourire. En effet, vos lettres furent-elles livrées par un Chinois, comme celles de Miss Marvel? Non, elles arrivèrent par le courrier. Mais dites-moi, Miss Marvel a donc subi la même épreuve? Je lui contai les nouvelles de la matinée qu'elle écouta avec attention. Finalement, elle hocha la tête. Tout concorde. Nos lettres sont identiques. Il est vrai que les miennes sont arrivées par le courrier, mais en les ouvrant, j'ai cru reconnaître un parfum imprégnant le papier. Quelque chose comme de l'encens. Cela m'a poussé tout de suite à penser à l'Orient. Qu'est-ce que cela signifie, à votre avis? C'est ce que nous devrons découvrir. Vous avez les lettres avec vous? Nous pourrons peut-être apprendre quelque chose par le tampon de la poste. Malheureusement, je les ai détruites. Vous comprenez, sur le moment, je les ai tenues pour une plaisanterie stupide. Est-il possible que quelques gangs chinois essayent de récupérer ces 2 diamants? Cela me paraît tellement inconcevable. Nous revînmes sur les faits maintes et maintes fois, sans pour cela avancer dans la solution. Enfin, Lady Yardley se leva. Je ne pense pas qu'il me soit nécessaire d'attendre M. Poirot plus longtemps. Vous saurez lui expliquer les raisons de ma visite, n'est-ce pas? Mille merci, monsieur... Capitaine Hastings. Oh, mais bien sûr, je suis sotte. Vous êtes un ami des Cavendish, n'est-ce pas? C'est Mary Cavendish qui m'envoie à M. Poirot. Lorsque mon ami revint, je pris plaisir à lui raconter les derniers événements. Il m'interrompit par de sèches questions quant à la façon dont notre conversation s'était déroulée, et je devinai qu'il n'était pas trop content d'avoir manqué notre dernière cliente. Pour ma part, je me plaisais à imaginer que le cher Poirot se montrait un peu jaloux. C'était presque devenu une habitude chez lui que d'amoindrir considérablement mes capacités, et je crois qu'il se trouvait dépité de ne trouver aucun motif pour me critiquer. J'étais intérieurement assez satisfait de moi. Bien qu'essayant de ne rien montrer de peur de l'irriter, malgré son égocentrisme, j'étais profondément attaché à mon déconcertant ami. « Bien, » déclara-t-il d'un ton brusque, une étrange expression sur le visage. L'intrigue suit son cours. Passez-moi, je vous prie, le nobiliaire qui se trouve sur cette étagère supérieure. Il en tourna les pages. Ah, voici Yardley. 10e comte, servi en Afrique du Sud. Tout ça n'a pas d'importance. Épousa en 1909 Long, Maud Stopperton, 4e fille du 3e baron Cantril, etc., etc. Descendance, 2 filles nées en 1908 et 1910. Club, résidence. Voilà. Cela ne nous apprend pas grand-chose. Mais demain matin, nous verrons ce lord. Comment? Je lui ai envoyé un télégramme. Je croyais que vous vous étiez lavé les mains de cette affaire. Je n'agis pas pour Miss Marvel, puisqu'elle a refusé de se laisser guider par mes conseils. Ce que je vais faire à présent sera pour ma propre satisfaction. La satisfaction d'Hercule Poirot. Décidément, je veux jouer mon rôle dans cette histoire. Et vous envoyez un télégramme à Lord Yardley afin qu'il se précipite
à Londres, simplement pour complaire à votre ambition personnelle, il ne sera pas enchanté. Au contraire, si je préserve son diamant de famille, il ne pourra que m'être reconnaissant. Ainsi, vous pensez qu'il y a vraiment une chance qu'il soit volé? Presque certainement. Tout semble le prouver. Mais comment? Poirot arrêta mes questions d'un geste vague de la main. Pas maintenant, je vous prie. Ne brouillons pas votre esprit. Et regardez ce nobiliaire. Comment l'avez-vous rangé? Ne voyez-vous pas que les livres sont disposés par rang de taille? De cette manière, nous avons de l'ordre, de la méthode, dont, comme je vous l'ai souvent fait remarquer, Hastings. Exactement, coupai-je vivement, remettant le volume à sa place habituelle. Lord Yardley offrait l'apparence d'un sportif joyeux, au teint plutôt rouge, qui s'exprimait d'une voix forte, mais dégageant une bonhomie optimiste, palliant son manque d'esprit. Une extraordinaire histoire, monsieur Poirot, à laquelle je ne comprends rien. Il semblerait que ma femme ait reçu d'étranges missives, ainsi que Miss Marvel. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Poirot lui tendit la brochure, cancan de la société. Tout d'abord, milord, je vous demanderai de confirmer si cet article est exact. Le visage du père s'assombrit, alors qu'il parcourait l'article des yeux. Absurdité, bredouilla-t-il. Il n'y a jamais eu d'histoire romanesque attachée à ce diamant. Je crois savoir qu'à l'origine il est venu de l'Inde, mais je n'ai jamais eu connaissance de ce conte de dieu chinois. Cependant, la pierre est connue sous le nom de l'étoile de l'Est. Et alors, Poirot ne répondit pas directement. Je vous ai prié de venir pour vous demander de me laisser carte blanche, milord. Si vous acceptez sans réserve, j'ai grand espoir d'éviter la catastrophe. Vous pensez donc que ces extravagances cachent vraiment quelque chose? Me ferez-vous confiance? Bien sûr, mais permettez-moi alors de vous poser quelques questions. Cette affaire au sujet de Yardley Chase est-elle conclue entre vous et M. Rolfe? Oh! Il vous en a donc parlé? Non, rien n'est encore décidé. Il parut gêné, alors que son teint brique prenait une nuance plus accusée. Autant vous mettre au courant. J'ai commis pas mal de bêtises, monsieur Poirot, et je suis couvert de dettes. Mais je veux me ressaisir. J'aime mes enfants et je désire arranger mes affaires afin de continuer de vivre dans ma vieille propriété. Gregory Rolfe m'offre beaucoup d'argent, assez pour me permettre de me rétablir. Cependant, j'hésite encore à l'accepter. Je déteste l'idée de cette foule jouant la comédie autour de Chase. Il est possible que je sois forcé d'y consentir, à moins... Il s'interrompit. Poirot leva vivement les yeux. Vous avez une autre corde à votre arc, milord. Permettez-moi d'avancer une conjecture. S'agit-il de la vente de l'étoile de l'Est? En effet, elle est dans ma famille depuis des générations, mais n'entre cependant pas dans l'héritage. Cela dit, trouver un acheteur n'est pas des plus faciles. Hofberg, le type de Hatton Garden, est à la recherche d'un client sérieux. Encore une question, permettez. Ce plan a l'approbation de Lady Yardley? Elle s'oppose à ce que je vende le bijou. Vous connaissez les femmes. Elle préfère opter pour ce film tapageur. Je comprends. Poirot réfléchit un moment puis se leva. Vous retournez directement à Yardley Chase? Bien. Pas un mot à quiconque. À quiconque, vous comprenez? Mais attendez-nous ce soir. Nous arriverons peu après 5 heures. D'accord, mais je ne vois pas. Cela n'a pas d'importance, répondit Poirot d'un ton léger. Vous désirez que je conserve votre diamant, n'est-ce pas? Oui, mais... Alors agissez comme je vous le dis. Triste et dérouté, le noble gentleman quitta la pièce. Il était 5h30 lorsque nous arrivâmes à Yardley Chase, et suivîmes le maître d'hôtel plein de dignité qui nous guida à travers le hall, au lambris ancien que réchauffait un bon feu de bois. Un touchant tableau s'offrit à nos yeux, la tête brune et fière de Lady Yardley, penchée sur ses 2 fillettes blondes, et debout près d'elle, Lord Yardley qui les contemplait en souriant. Monsieur Poirot et le capitaine Hastings, annonça le maître d'hôtel. Lady Yardley leva la tête en sursautant, alors que son mari s'avançait indécis, quêtant du regard les instructions de Poirot. Le petit homme fut à la hauteur de la situation. Toutes mes excuses, j'enquête encore sur cette histoire se rapportant à Miss Marvel. Elle vient chez vous vendredi, je crois. Me permettez-vous une petite visite préliminaire pour m'assurer que tout est en ordre? Je voudrais aussi demander à Lady Yardley si elle se souvient des tampons que portaient les lettres qu'elle a reçues.
Lady Yardley, un peu confuse, répondit. J'ai bien peur que non. C'est une étourderie de ma part, mais vous comprenez, je ne les prenais pas au sérieux. Vous restez pour la nuit? S'enquit Lord Yardley. Oh, milord, j'ai peur de vous incommoder. Nous avons laissé nos sacs à l'auberge. Aucune importance. Lord Yardley jouait son rôle. Nous les enverrons chercher. Aucun dérangement, je vous assure. Poirot se laissa persuader, et prenant place près de Lady Yardley, il s'employa à se faire des amis des enfants. Au bout de peu de temps, ils jouaient tous ensemble et m'avaient décidé à me joindre à eux. Madame, vous êtes une tendre mère, remarqua Poirot en s'inclinant galamment, alors que les enfants étaient entraînés à contre-cœur par une gouvernante sévère. Lady Yardley arrangea sa coiffure en désordre et répondit d'une voix essoufflée. Je les adore. Les enfants vous le rendent, avec raison. Poirot s'inclina à nouveau. Un gong résonna, et nous nous levâmes pour gagner nos chambres. À ce moment, le maître d'hôtel entra, un télégramme posé sur un plateau d'argent, qu'il tendit au vicomte. Ce dernier l'ouvrit après un bref mot d'excuse. Son visage se contracta. Avec une exclamation d'étonnement, tendit le pli à sa femme. Puis il se tourna vivement vers mon ami, qui allait sortir. Un moment, monsieur Poirot. Je crois que vous devez être mis au courant. C'est Dofberg. Il pense avoir trouvé un acheteur pour le diamant. Un Américain qui retourne demain aux États-Unis. Il envoie un type ce soir pour examiner la pierre. Par Jupiter. Si cependant cette affaire... Les mots lui manquèrent. Lady Yardley s'était détournée. Elle tenait encore le télégramme en main. « Je préférerais que vous ne le vendiez pas, Georges, dit-elle d'une voix grave. Il est dans la famille depuis si longtemps. » Elle sembla attendre une réponse qui ne vint pas. Elle haussa les épaules et ajouta. « Il faut que j'aille me changer. Je suppose qu'il va me falloir étaler la marchandise. » Elle se tourna vers Poirot avec une grimace. « C'est l'un des plus odieux colliers qui fut dessiné. Georges m'a toujours promis de faire ressertir les pierres, mais elles attendent encore. » Elle se retira. Une demi-heure plus tard, nous étions réunis tous trois dans la grande salle à manger attendant la maîtresse de maison. L'heure du dîner était passée de 2 minutes. Un léger froufrou nous avertit de l'arrivée de Lady Yardley, qui s'encadra dans la porte, silhouette lumineuse, drapée dans une robe blanche, soyeuse. Autour de son cou étincelait une rivière de diamants. La jeune femme resta immobile, une main posée sur le joyau. « Contemplez l'objet du sacrifice, lança-t-elle gaiement. Sa mauvaise humeur semblait avoir disparu. « Attendez que je donne l'éclairage central, et vous pourrez vous régaler du spectacle du plus laid collier d'Angleterre. » Les interrupteurs se trouvaient dans le hall près de la porte. Alors qu'elle tendait la main pour les atteindre, l'incroyable se produisit. Les lumières s'éteignirent brusquement. La porte claqua, et, de l'extérieur s'éleva le cri prolongé d'une femme. « Mon Dieu !» souffla Lord Yardley. « C'est la voix de Maud. Qu'est-il arrivé ?» Nous nous élançâmes à l'aveuglette, nous heurtant dans l'obscurité. Il nous fallut plusieurs minutes pour atteindre la porte. Quel spectacle nous attendait! Lady Yardley gisait sur le sol de marbre, inconsciente, une marque violacée autour du cou, d'où le collier avait été arraché. Alors que nous nous penchions sur la jeune femme, ne sachant pas sur le moment si elle était morte ou seulement évanouie, ses paupières s'ouvrirent et elle murmura. « Le Chinois, la porte de côté. » Lord Yardley se précipita vers l'issue en jurant, et je m'élançai à sa suite, le cœur battant. Encore le Chinois. La porte latérale en question s'ouvrait dans un angle du mur, environ à 10 mètres de l'endroit où s'était déroulée la tragédie. En l'atteignant, je poussai un cri. Près du seuil se trouvait le collier, apparemment abandonné par le voleur pris de panique. Tout heureux, je me penchai pour le ramasser, mais je poussai un autre cri, lorsque Lord Yardley fit écho. Le centre du collier était vide, l'étoile de l'Est avait disparu. « Voilà qui est net, m'exclamai-je sourdement. Il ne s'agit pas de voleurs ordinaires. Cette pierre était la seule qui les intéressait. Mais comment le type s'est-il introduit ici ? Par cette porte. Impossible, elle est toujours fermée à clé. Pas à présent, voyez. Je poussai le battant, et mon geste fit tomber quelque chose de léger sur le sol. C'était un morceau de soie, dont le dessin ne permettait aucun doute. Il avait été arraché à un vêtement oriental.
Dans sa hâte, un pan de sa robe était resté coincé. Venez vite, il n'a sûrement pas eu le temps d'aller bien loin. Nous explorâmes en vain les environs. Avantagé par l'obscurité, le voleur avait effectué une retraite facile. Nous rentrâmes à contre-cœur et Lord Yardley dépêcha un domestique pour aller quérir la police. Lady Yardley, calmée par Poirot, qui possédait comme une femme le don de réconforter, était suffisamment remise pour nous expliquer ce qui s'était passé. J'allais tourner l'interrupteur lorsqu'un homme me saisit par derrière. Il m'arracha le collier avec une telle force que je tombai au sol. Dans ma chute, je le vis disparaître par la porte latérale et compris, d'après sa natte et sa robe brodée, qu'il s'agissait d'un Chinois. Elle s'interrompit en frissonnant. Le maître d'hôtel reparut. Il annonça d'une voix lugubre: « Un gentleman de la part de monsieur Hofberg, milord. Il dit que vous attendez sa visite. » « Grand Dieu !» s'écria le lord affolé. « Il va falloir que je lui explique. »« Pas ici. Mullings, conduisez-le dans la bibliothèque. » J'entraînai Poirot à part. « Écoutez, mon vieux, ne croyez-vous pas que nous devrions retourner à Londres? »« Vraiment, Hastings? Pourquoi ?»« C'est que... » je toussai discrètement. « Les choses ne se sont pas très bien déroulées, je crois. Vous conseillez à Lord Yardley de s'en remettre à vous, que tout ira bien, et le diamant disparaît, juste sous votre nez. »« Exact, » concéda-t-il. « Assez penaud. Cela ne semble pas avoir été un de mes triomphes les plus éclatants. Cette façon de définir la situation me fit presque sourire, mais je gardai mon opinion pour moi. Ainsi, ayant, pardonnez-moi l'expression, causé un gros gâchis, ne croyez-vous pas qu'il serait plus élégant de partir immédiatement? Et le dîner? Il sera sans doute excellent, préparé par le chef de Lord Yardley. Oh, qu'est-ce qu'un dîner? Répliquai-je agacé. Poirot leva les yeux au ciel. Mon Dieu, dans votre pays, vous traitez la gastronomie avec une indifférence vraiment criminelle. Il y a une autre raison pour laquelle nous devrions rentrer à Londres le plus rapidement possible. Laquelle, mon ami? L'autre diamant, celui de Miss Marple. Eh bien, vous ne devinez pas? Sa stupidité insolite m'irritait au plus haut point. Qu'était devenu son esprit habituellement si prompt? Maintenant qu'ils en possèdent un, ils vont chercher à escamoter le second. Tiens, s'écria Poirot en reculant d'un pas et en me contemplant avec admiration. Mais votre cerveau marche à merveille, mon ami. Imaginez que, sur le moment, je n'avais pas pensé à cela. Cependant, nous avons grandement le temps, car la pleine lune ne se montrera pas avant vendredi. Je hochai dubitativement la tête. L'idée de la pleine lune ne m'impressionnait pas. J'avais cependant réussi à convaincre Poirot, et nous partîmes immédiatement, laissant un mot d'explication et d'excuse pour Lord Yardley. Mon intention était que nous nous rendions directement au Magnifique, pour relater à Miss Marple les derniers événements de Yardley Chase. Mais Poirot opposa son veto en affirmant que demain matin serait bien assez tôt. Je m'inclinai en rechignant. Au matin, Poirot se montra peu disposé à sortir. Je commençai à soupçonner qu'après l'échec qu'il venait d'essuyer, qu'il lui répugnait de poursuivre l'affaire. En réponse à mes raisonnements pressants, il remarqua avec une logique sans faille qu'étant donné que les détails de l'affaire Yardley Chase étaient dans les journaux, les Rolfe devaient en savoir aussi long que nous. J'abandonnai à contre-cœur. Les faits qui suivirent prouvèrent que mes pressentiments étaient justifiés. Vers 2 heures, le téléphone sonna, et Poirot répondit. Il écouta un moment, puis après un bref « Bien, j'y serai », il raccrocha et se tourna vers moi. « Qu'en pensez-vous, mon ami ?» Il affichait un air en même temps piteux et excité. « Le diamant de Miss Marple a été volé. »« Quoi? Et la pleine lune alors ?» Poirot baissa la tête. « Quand cela s'est produit? »« Ce matin, paraît-il. »« Si seulement vous m'aviez écouté. Vous voyez, j'avais raison. »« Apparemment, mon ami, » répliqua Poirot. « Les apparences sont trompeuses, dit-on, mais dans ce cas, elles sont à votre avantage. » Alors que nous roulions rapidement vers le Magnifique, j'exposai à Poirot la véritable construction du plan, mise en œuvre par les voleurs. Cette idée de pleine lune s'est affirmée ingénieuse. Le principal objectif consistait à attirer notre attention sur vendredi, afin que nous ne soyons pas sur nos gardes avant. Il est dommage que vous ne l'ayez pas deviné.
Ma foi, répondit Poirot d'un air vague, sa nonchalance revenue après une brève éclipse. On ne peut penser à tout. J'éprouvai une grande pitié pour lui. Je déteste le voir échouer. Courage, dis-je pour le consoler. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Au Magnifique, nous fûmes immédiatement introduits dans le bureau du gérant. Gregory Rolfe s'y trouvait avec 2 hommes de Scotland Yard et un employé qui leur faisait face. Rolfe salua notre entrée d'un signe de tête. Nous arrivons au fond du problème, dit-il. Mais c'est presque incroyable. Comment le gars a-t-il pu montrer un pareil sang-froid? Je n'arrive pas à comprendre. Quelques minutes suffirent à nous mettre au courant. Monsieur Rolfe était sorti de l'hôtel à 11h15. À 11h30, un homme lui ressemblant, étrangement, se présenta à la réception et demanda le coffre à bijoux de l'hôtel. Il signa dûment le reçu tout en remarquant d'un air détaché: « C'est un peu différent de ma signature habituelle, mais je me suis meurtri la main en sortant du taxi. » L'employé sourit poliment en affirmant qu'il voyait très peu de différence. L'homme rit et répliqua: « En tout cas, ne me prenez pas pour un malfaiteur, j'ai reçu des lettres de menaces d'un Chinois, et le pire, c'est que je ressemble moi-même assez à un Chinois, quelque chose dans la forme des yeux. » Je l'ai dévisagé, expliqua l'employé, qui nous racontait l'histoire, et j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Ses yeux s'allongeaient vers les tempes, comme ceux d'un oriental. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. Bon sang, rugit Gregory Rolfe, se penchant vers l'homme. Le remarquez-vous à présent? L'employé le regarda et sursauta. Oh, non, monsieur. Et en fait, il n'y avait rien qui fût même vaguement oriental dans le regard direct qui se posait sur nous. L'homme de Scotland Yard grommela. Un malin, il a pensé que ses yeux l'impliqueraient, et il a pris le taureau par les cornes pour désarmer tout soupçon. Il a dû surveiller votre sortie, monsieur, et s'assurer que vous étiez bien parti pour se présenter à la réception de l'hôtel. Et le coffre à bijoux? Demandai-je. Il a été retrouvé dans un couloir de l'hôtel. Un seul manquait, l'étoile de l'Ouest. Nous nous regardâmes perplexes. Toute l'affaire était tellement bizarre, insolite. Poirot se leva. « Je n'ai pas été d'une grande utilité, je le crains, » remarqua-t-il avec regret. « Me serait-il permis de rencontrer Miss Marvel? »« Elle est encore bouleversée, » protesta Rolfe. « Alors, je puis peut-être vous entretenir en privé, monsieur Rolfe. »« Certainement. » Environ 5 minutes plus tard, Poirot reparut. « À présent, mon ami, lança-t-il gaiement, rendons-nous dans une poste. Il faut que j'envoie un télégramme. »« À qui? » ?»« À Lord Yardley. » Il découragea toute question supplémentaire en passant son bras sous le mien et en concluant: « Mon ami, je sais exactement ce que vous ressentez au sujet de cette curieuse affaire. Je ne m'y suis pas distingué. Vous, à ma place, auriez peut-être réussi. Bien, tout est admis, oublions cela et allons déjeuner. » Il était environ 4 heures quand nous revînmes chez Poirot. À notre entrée, une silhouette se découpant devant la fenêtre se leva. C'était Lord Yardley. Il paraissait décomposé et affligé. « J'ai reçu votre télégramme et suis venu directement. Savez-vous que je suis passé chez Hofberg et qu'il ne sait rien du type qui est venu chez moi hier soir? Pas plus que du télégramme. Croyez-vous que... » Poirot leva la main. « Mes excuses, j'ai envoyé ce télégramme et le gentleman moi-même. »« Vous? Mais pourquoi? » Ma petite idée était de pousser à agir une certaine personne. « Une certaine personne? » Et ma ruse a réussi, grâce à elle. J'ai grand plaisir à vous retourner ceci, milord. Avec un geste dramatique, il produisit un objet étincelant. « L'étoile de l'Est » s'exclama Lord Yardley, d'une voix entrecoupée. « Mais je ne comprends plus. » « Aucune importance, croyez-moi. Il était nécessaire que le diamant fût volé. Je vous ai promis qu'il serait sauvé, et j'ai tenu parole. Vous me permettrez de garder le petit secret. Transmettez, je vous en prie, l'assurance de mon profond respect à Lady Yardley, et dites-lui à quel point je suis heureux de pouvoir lui restituer son joyau. Quel beau temps, ne trouvez-vous pas? Bonne journée, milord. » Souriant et babillant, l'extraordinaire petit homme escorta le visiteur jusqu'à la porte. Il revint en se frottant doucement les mains. « Poirot, dis-je, suis-je complètement idiot? Non, non, mon ami, mais vous êtes comme toujours plongé dans un brouillard mental. Comment avez-vous récupéré le diamant? » De Rolfe. Rolfe? Mais oui, les lettres de menace, le chinois, l'article dans les cancans de la société.
Tout cela est né de l'esprit ingénieux de M. Rolfe. Les deux diamants supposés être si miraculeusement identiques, fadaises, ils n'existaient pas. Il n'y avait qu'un seul diamant, mon ami, à l'origine, dans la collection Yardley. Il fut pendant 3 ans la possession de Rolfe. Il l'a volé ce matin en se maquillant les yeux. Ah, il faut que je le voie dans un de ses films. Il est vraiment artiste, celui-là. Mais pourquoi irait-il voler son propre diamant? Demandai-je, ne comprenant rien. Pour diverses raisons. Premièrement, Lady Yardley commençait à devenir rétive. Lady Yardley? Vous devez comprendre qu'en Californie, elle se trouvait assez seule. Son mari s'amusait ailleurs. M. Rolfe était beau et auréolé d'une touche romantique, mais au fond, il est très homme d'affaires, ce monsieur. Il joua le chevalier servant auprès d'elle, et ensuite la fit chanter. J'ai forcé Lady Yardley à admettre la vérité l'autre soir. Elle jura qu'elle n'avait été qu'imprudente, et je la crois. Mais sans aucun doute, Rolfe détenait des lettres d'elle, dont le sens aurait pu être facilement interprété différemment. Atterrée par la menace d'un divorce et la perspective d'être séparée de ses enfants, elle accepta les conditions qu'on lui imposait. Ne possédant pas de fortune personnelle, elle fut forcée de lui permettre de substituer au vrai diamant un faux. La coïncidence de la date à laquelle l'étoile de l'Ouest apparut m'intrigua dès l'abord. Ensuite, Lord Yardley se prépara à se ranger, s'assagir, d'où la menace de la vente du diamant. La substitution allait être découverte, sans aucun doute. Lady Yardley écrivit à Rolfe, qui arrivait juste en Angleterre pour lui expliquer la situation. Il la rassure en promettant de tout arranger, et met alors sur pied le plan d'un double vol. De cette manière, il calmait la jeune femme qui, un jour ou l'autre, aurait pu tout raconter à son mari. Éventualité embarrassante pour notre maître chanteur. De plus, il empochera les 50 000 livres d'assurance, vous oubliez cela, et le diamant restera en sa possession. À ce moment, j'entre en scène. L'arrivée d'un expert en diamants est annoncée. Lady Yardley, comme je m'en doutais, organise immédiatement le vol du diamant et s'en tire très bien. Mais Hercule Poirot ne voit que les faits. Que se passe-t-il en réalité? La dame tourne l'interrupteur, plongeant la pièce dans l'obscurité, fait claquer la porte, jette le collier loin d'elle et crie. Dans sa chambre, quelques minutes plus tôt, elle a déjà enlevé le diamant central à l'aide d'une pince. Mais nous avons vu le collier autour de son cou. Je vous demande pardon, mon ami. Sa main dissimulait l'endroit où le vide eût été visible. Placé un morceau de soie dans une porte-tèche d'enfant. Naturellement, dès que Rolfe a pris le vol par les journaux, il arrangea sa petite comédie, qu'il joua à la perfection. Que lui avez-vous dit lorsque vous l'avez vu en particulier? Que Lady Yardley avait tout raconté à son mari, que je possédais les pleins pouvoirs pour récupérer le diamant, et que s'il ne m'était pas remis immédiatement, un procès serait intenté. En plus de tout cela, quelques petits mensonges supplémentaires qui me vinrent à l'esprit. Il était comme de la cire entre mes mains. Je réfléchis à la question. N'est-ce pas injuste pour Miss Marvel? Elle a perdu son diamant sans le mériter. Bah, répondit Poirot sèchement. Cela lui fait une magnifique publicité. C'est tout ce qui l'intéresse, celle-là. L'autre, par contre, est très différente. Bonne mère, très femme. Oui, conclus-je mollement, ne partageant pas l'opinion de Poirot sur la féminité. Je suppose que c'est Rolfe qui lui envoya les lettres de chantage? Pas du tout. Lady Yardley vint me trouver sur le conseil de Mary Cavendish pour faire appel à mon aide et résoudre son problème. C'est alors qu'elle a pris la visite de Mary Marvel, qu'elle savait être son ennemie, et elle changea d'avis, sautant sur le prétexte que vous, mon ami, lui avez suggéré. Quelques questions suffisent à me démontrer que c'est vous qui lui avez parlé des lettres, pas elle. Elle saisit la chance que vous lui offriez. Je n'en crois rien, m'écriai-je piqué au vif. Dommage que vous n'étudiez pas la psychologie. Cette dame vous dit que les lettres sont détruites. Oh là là, jamais une femme ne détruit une lettre, si elle peut l'éviter. Pas même s'il est plus prudent de s'en débarrasser. Tout cela est bel et bien, m'emportai-je, ma colère croissant. Mais vous m'avez rendu complètement ridicule du début à la fin. C'est bien beau d'expliquer après, mais il y a des limites. Vous y preniez tant de plaisir, mon ami. Je n'avais pas le courage de briser vos illusions. Vous êtes allé trop loin, cette fois. Mon Dieu, vous vous énervez pour rien, Hastings. J'en ai marre. Je sortis en claquant la porte. Poirot avait fait de moi un objet de risée.
Je décidai qu'il avait besoin d'une bonne leçon. Je ne lui pardonnerai pas de sitôt. L'histoire s'intitule La femme voilée. J'avais remarqué que, depuis quelque temps, Poirot était de plus en plus nerveux et irritable. Il se trouve que nous n'avions pas eu récemment d'affaires intéressantes à démêler, qui permit à mon ami d'exercer son don de perspicacité et ses remarquables pouvoirs de déduction. Ce matin-là, il jeta le journal à terre avec un tcha rageur, une de ses exclamations préférées, qui faisait tout à fait penser à l'éternuement d'un chat. Ils ont peur de moi, Hastings. Vos criminels anglais ont peur de moi. Quand le chat est là, les petites souris ne s'approchent plus du fromage. Je doute que la plupart d'entre eux soient eux-mêmes au courant de votre existence, répliquai-je en riant. Poirot me jeta un regard courroucé. Il s'imagine toujours que le monde entier pense à Hercule Poirot et parle de lui. Certes, il s'était fait une réputation à Londres, mais j'avais peine à croire que son existence pût semer la terreur dans les milieux criminels. « Que pensez-vous de ce vol de bijoux en plein jour dans Bond Street ?» lui demandai-je. « Un joli coup, » reconnut Poirot, mais sans intérêt pour moi. Pas de finesse, seulement de l'audace. Avec une canne plombée, un homme casse la vitre d'un présentoir chez un bijoutier et s'empare d'un certain nombre de pierres précieuses. D'honnêtes citoyens se jettent aussitôt sur lui. Un agent de police arrive et l'homme est pris la main dans le sac, avec des bijoux sur lui. On le conduit au commissariat et là, on s'aperçoit que les bijoux sont faux. Il a passé les vrais à un complice, l'un des honnêtes citoyens qui sont intervenus. Il ira en prison, c'est vrai, mais quand il en sortira, un joli petit magot l'attendra. Oui, c'est assez astucieux, mais je pourrais faire mieux. Quelquefois, Hastings, je regrette d'avoir tant de moralité. Agir contre la loi, ce serait amusant, pour changer un peu. Consolez-vous, Poirot. Vous savez bien que vous êtes unique dans votre branche. Mais qu'y a-t-il d'intéressant pour moi en ce moment? Je ramassai le journal. Voilà un Anglais qui est mort d'une cause mystérieuse en Hollande. On dit toujours ça et après on découvre qu'il a mangé du poisson aux boîtes et que sa mort est parfaitement naturelle. Bon, si vous êtes décidé à faire la mauvaise tête. Tiens, dit Poirot qui s'était approché de la fenêtre. J'aperçois en bas ce qu'on appelle dans les romans une femme voilée. Elle monte dans l'escalier, elle sonne à la porte, elle vient nous consulter. Voilà peut-être quelque chose d'intéressant. Quand on est aussi jolie et jeune que cette femme, on ne dissimule pas son visage derrière un voile épais, à moins d'une affaire importante. Un instant plus tard, notre logeuse introduisit la visiteuse. Comme Poirot l'avait dit, elle portait un voile de dentelle noire si épais qu'il était difficile de distinguer ses traits. Lorsqu'elle le souleva, je vis que l'intuition de Poirot ne l'avait pas trompé. C'était une ravissante jeune fille, blonde aux yeux bleus. D'après la simplicité coûteuse de sa toilette, j'en conclus aussitôt qu'elle faisait partie de la haute société. « Monsieur Poirot, dit-elle, d'une voix douce et musicale, je me trouve dans une situation épouvantable. Je crains bien que, même vous, ne puissiez m'aider. Mais j'ai entendu dire tant de choses merveilleuses à votre sujet que vous êtes mon dernier espoir. Je suis venu vous demander l'impossible. »« L'impossible, cela me tente toujours, » répondit Poirot. « Continuez, je vous en prie, mademoiselle. » Notre jolie visiteuse hésitait. « Mais vous devez être franche, » ajouta Poirot. « Vous ne devez absolument rien me cacher. »« Je suis prête à vous faire confiance, » dit la jeune femme, se décidant brusquement. « Avez-vous entendu parler de Lady Millicent, Castlevone ?» Je levai la tête avec intérêt. L'annonce des fiançailles de Lady Millicent au duc de Southshire avait été publiée dans les journaux quelques jours plus tôt. Je savais que Lady Millicent était la 5e fille d'un père irlandais sans fortune, et le duc de Southshire, l'un des plus riches partis d'Angleterre. « Je suis Lady Millicent, poursuivit la visiteuse. Vous avez peut-être appris mes fiançailles par la presse. Je devrais être la jeune fille la plus heureuse du monde. Mais, monsieur Poirot, j'ai de graves ennuis. Il y a un homme horrible. Son nom est Lavington, qui, je ne sais comment vous le dire, c'est à cause d'une lettre que j'ai écrite. Je n'avais que 16 ans à l'époque. Une lettre que vous avez écrite à monsieur Lavington? Oh non, pas à lui, à un jeune soldat, je l'aimais beaucoup. Il a été tué pendant la guerre. Je comprends, dit Poirot avec douceur. C'était une lettre enflammée, aux termes inconsidérés, mais je vous assure, monsieur Poirot, rien de plus.
Cependant, il y a dedans des phrases qui pourraient être interprétées différemment. Je vois, dit Poirot, et cette lettre est arrivée entre les mains de M. Lavington. Oui, et il me menace, à moins que je ne lui verse une somme d'argent considérable, une somme qu'il m'est impossible de trouver, de l'envoyer au duc. Le salaud! Éructai-je vous demande pardon, Lady Millicent. Ne serait-il pas plus sage de tout avouer à votre futur époux, suggéra Poirot. Je n'ose pas, monsieur Poirot. Le duc est un homme étrange, jaloux, soupçonneux, et toujours enclin à croire le pire. Autant rompre tout de suite mes fiançailles. Eh bien vrai, fit Poirot avec une grimace expressive. Et qu'attendez-vous de moi, mademoiselle? J'avais pensé à demander à M. Lavington de venir vous voir. Je pourrais lui dire que je vous ai chargé de régler cette question. Peut-être parviendrez-vous à lui faire baisser ses prétentions. Quelle somme demande-t-il? 20 000 livres. C'est tout à fait impossible. Je doute même de pouvoir en réunir 1000. Vous pourriez peut-être emprunter l'argent en faisant jouer le fait que vous serez bientôt marié au duc. Mais je ne suis pas certain que vous puissiez obtenir la moitié de cette somme. Et puis, l'idée que vous payez me répugne vraiment trop. Non, l'ingéniosité d'Hercule Poirot viendra à bout de vos ennuis. Envoyez-moi ce monsieur Lavington. Y a-t-il des chances qu'il apporte la lettre? La jeune fille secoua la tête. Je ne pense pas, il est très méfiant. Je suppose que cela ne fait aucun doute qu'il l'a en sa possession. Il me l'a montré quand je suis allé chez lui. Vous êtes allé à son domicile? C'est très imprudent, mademoiselle. Vous croyez? J'étais si désespéré, je pensais que mes supplications pourraient l'émouvoir. Oh là là, les hommes de ce genre ne se laissent pas émouvoir par des prières. Au contraire, ça lui a montré l'importance que vous attachiez à ce document. Où habite-t-il, ce scélérat? À Buena Vista, dans Wimbledon. J'y suis allé à la nuit tombée. Poirot poussa un grognement. Je lui ai dit que j'allais prévenir la police, mais cela l'a simplement fait rire d'une façon cynique et méprisante. Je vous en prie, ma chère Lady Millicent, faites-le, si vous y tenez, m'a-t-il dit. Certes, murmura Poirot, ce n'est guère une affaire à mettre entre les mains de la police. Mais je pense que vous serez plus avisé que cela, a-t-il ajouté. Vous voyez, votre lettre est ici, dans cette petite boîte de puzzle chinoise. Il l'a prise en main pour me la montrer. J'ai essayé de la lui arracher, mais il a été plus prompt que moi. Avec un ignoble sourire, il l'a pliée et l'a remise dans la petite boîte en bois. Elle est parfaitement en sécurité, là-dedans, je vous assure, m'a-t-il dit. Et la boîte elle-même est rangée dans un endroit si astucieux que vous n'arriverez jamais à la trouver. Mon regard s'est posé sur le petit coffre-fort, muré, et il a secoué la tête en éclatant de rire. J'ai un coffre bien meilleur. Oh, il a été véritablement odieux, monsieur Poirot. Pensez-vous pouvoir m'aider? Ayez confiance en Hercule Poirot. Je trouverai une solution. Ces paroles rassurantes étaient bien belles, pensai-je, tandis que Poirot reconduisait galamment la jolie jeune fille jusqu'en bas. Mais cela ne résolvait pas le problème. Je lui fis part de ses réflexions lorsqu'il remonta, et il hocha la tête tristement. Oui, la solution n'est pas évidente. Il tient le bon bout, ce Lavington. Et pour l'instant, je ne vois pas comment nous allons le posséder. Le dit Lavington ne manqua pas de se présenter dans l'après-midi. Lady Millicent n'avait pas menti en le décrivant comme un homme odieux. Le bout de ma botte me démangeait affreusement, tant j'avais envie de le jeter à coups de pied au bas de l'escalier. Il était vulgaire et arrogant. Il rejeta avec un rire méprisant les suggestions de Poirot, et se montra d'une manière générale entièrement maître de la situation, à tel point que je ne pus m'empêcher de penser que Poirot n'était vraiment pas à son avantage. Il paraissait déconfit et découragé. « Eh bien, messieurs, dit Lavington en ramassant son chapeau, nous ne semblons pas avoir beaucoup avancé. Voilà donc ce que je vous propose. Lady Millicent étant une si charmante demoiselle, je veux bien lui faire un prix. » Il eut un ignoble sourire. « Disons 18 000 livres. Je pars tout à l'heure pour Paris. Une petite affaire à régler là-bas. Et je serai de retour mardi. Si je n'ai pas reçu l'argent mardi soir, j'enverrai la lettre au duc. Ne me dites pas que Lady Millicent ne peut pas se trouver cette somme. Certains de ses amis masculins ne seraient que trop heureux de prêter de l'argent à une si jolie fille, si elle sait s'y prendre comme il faut. » Je devins rouge de colère et fis un pas en avant, mais sitôt sa phrase terminée, Lavington quitta la pièce. « Bon Dieu, m'écriai-je, il faut faire quelque chose, vous ne semblez pas réagir, Poirot. »
Vous avez peut-être très bon cœur, mon ami, mais votre matière grise est dans un état déplorable. Je ne tiens pas du tout à impressionner M. Lavington par mes capacités. Plus il me croit faible, mieux cela vaut. Pourquoi? C'est curieux, murmura Poirot, d'un air pensif, que j'ai exprimé le désir de commettre un acte illégal juste avant l'arrivée de Lady Millicent. Vous avez l'intention de pénétrer chez lui par effraction pendant son absence? Demandai-je d'un ton incrédule. Vous faites parfois preuve d'une vivacité d'esprit surprenante, Hastings. Et s'il emporte la lettre avec lui? Poirot secoua la tête. C'est peu probable. Il y a manifestement dans sa maison une cachette qu'il croit introuvable. Quand allons-nous faire ça? Demain soir, nous partirons d'ici à 11 heures. À l'heure dite, j'étais prêt. J'avais jugé bon de mettre un costume sombre et un chapeau mou noir. En me voyant, Poirot me sourit d'un air épanoui. Je vois que vous avez mis une tenue de circonstance, dit-il. Nous allons prendre le métro jusqu'à Wimbledon. Ne devons-nous rien emporter? Des outils pour forcer les serrures ou je ne sais quoi. Mon cher Hastings, Hercule Poirot n'a pas recours à ces viles méthodes. Vexé, je ne répondis pas, mais ma curiosité était en éveil. Il était minuit juste lorsque nous pénétrâmes dans le petit jardin de la banlieue de Buena Vista. La maison était sombre et silencieuse. Poirot alla tout droit à l'une des fenêtres de l'arrière. On souleva le châssis sans faire de bruit et m'invita à entrer. « Comment saviez-vous que cette fenêtre serait ouverte ?» lui demandai-je à voix basse, très intrigué par ce mystère. « Parce que j'ai scié le loqueteau ce matin. »« Quoi ?» ?»« Mais oui, rien de plus simple. J'ai sonné, j'ai présenté une fausse carte et l'une des cartes de visite de l'inspecteur Japp, et j'ai dit que je venais recommander par Scotland Yard pour les fermetures de sécurité que M. Lavington avait demandé qu'on installe pendant son absence. La domestique m'a accueilli avec enthousiasme, car il se trouve que la maison a été visitée par des cambrioleurs 2 fois de suite récemment, bien qu'aucun objet de valeur n'ait été dérobé, apparemment. D'autres clients de M. Lavington ont eu la même idée que nous. J'ai examiné toutes les fenêtres, j'ai fait ma petite affaire, et je suis reparti en interdisant aux domestiques de toucher aux fenêtres, jusqu'à demain, car elles étaient reliées à une commande électrique. Vraiment, Poirot, vous êtes formidable. Mon ami, c'était l'enfance de l'art. Et maintenant au travail. Les domestiques dorment. Au tout dernier étage, il n'y a donc pas trop de risque de les réveiller. Je suppose que le coffre se trouve quelque part dans un mur. Le coffre? Allons donc. Il n'y a pas de coffre. M. Lavington est un homme astucieux, vous verrez. Il aura sûrement conçu une cachette beaucoup plus intelligente qu'un coffre. Un coffre, c'est la première chose qu'on cherche. Là-dessus, nous nous lançâmes dans une fouille systématique de la maison. Mais après plusieurs heures de recherche, nous n'avions toujours rien trouvé. Des signes de colère commencèrent à apparaître sur le visage de Poirot. Ah, sapristi! Hercule Poirot devrait-il s'avouer vaincu? Jamais. Gardons notre calme. Réfléchissons, raisonnons. En un mot, faisons fonctionner notre matière grise. Il resta immobile un moment, les sourcils froncés, dans un effort de concentration. Puis la lueur verte, que je connaissais si bien, s'alluma dans ses yeux. Suis-je bête? La cuisine. La cuisine? Mais c'est impossible, m'écriai-je. Avec les domestiques. Justement, c'est ce que diraient 99 personnes sur 100. Et c'est pour cette raison même que la cuisine est l'endroit idéal, parce qu'elle est pleine d'objets ordinaires. En avant, à la cuisine. Très sceptique, je suivis Poirot. Je l'observai tandis qu'il plongeait dans la huche à pain, secouait les casseroles et mettait la tête dans le four. Puis, lassé de le regarder faire, je finis par retourner dans le bureau. J'étais convaincu que c'était là seulement que nous avions une chance de découvrir la cachette. Je procédai à une seconde fouille méthodique de la pièce. Remarquai qu'il était 4h15 et que le jour ne tarderait pas à se lever. Puis retournai du côté de la cuisine. Je découvris avec étonnement Poirot debout dans la caisse à charbon, au mépris de son costume de couleur claire. « Eh oui, mon ami, me dit-il en faisant la grimace, ce n'est pas de gaieté de cœur que je me salis de cette façon. Mais que voulez-vous? Lavington ne l'a tout de même pas enterré dans le charbon. Si vous vous serviez de vos yeux, vous verriez que ce n'est pas le charbon que j'examine. Je vis en effet que des bûches étaient empilées sur une étagère derrière la caisse à charbon, et que Poirot les retirait délicatement l'une après l'autre. Soudain, il poussa une exclamation.
Votre canif, Hastings. Je le lui tendis. Il en enserra la lame dans le bois d'une bûche. Et brusquement, celle-ci s'ouvrit en deux. Elle était soigneusement sciée au milieu, et une cavité était aménagée au centre. De cette cavité, Poirot sortit une petite boîte en bois, de fabrication chinoise. Bravo, m'écriai-je au comble de l'enthousiasme. Du calme, Hastings. N'élevez pas trop la voix, venez, partons avant qu'il fasse jour. Après avoir glissé la boîte dans sa poche, Poirot sauta avec légèreté hors de la caisse à charbon et se brossa du mieux qu'il put. Nous quittâmes la maison de la même façon que nous y étions entrés, et prîmes rapidement la direction de Londres. Mais quelle invraisemblable cachette! M'exclamai-je. N'importe qui aurait pu se servir de cette bûche. En juillet, Hastings? Et puis, elle était tout en dessous de la pile. C'est au contraire une cachette très ingénieuse. Ah, voici un taxi. Rentrons chez nous, prendre un bon bain et nous reposer. Après l'excitation de la nuit, je dormis longtemps. Lorsque j'entrai enfin dans notre petit salon, un peu avant 1 heure de l'après-midi, je fus surpris de trouver Poirot assis dans un fauteuil, la boîte chinoise ouverte à côté de lui, en train de lire calmement la lettre qu'il en avait sortie. Il m'accueillit avec un grand sourire et tapota la feuille qu'il tenait en main. Lady Millicent avait raison. Le duc n'aurait jamais excusé une lettre semblable. Elle contient les termes d'affection les plus extravagants que j'ai jamais vus. Vraiment, Poirot, dis-je d'un ton de reproche, je pense que vous n'auriez pas dû lire cette lettre. Cela ne se fait pas. Hercule Poirot peut le faire, répondit mon ami avec un calme imperturbable. Et d'autre part, j'estime que vous n'avez pas joué franc jeu en vous servant hier de la carte de visite de Japp. Mais je ne jouais pas, Hastings, je menais une enquête. Je haussai les épaules. Comment discuter devant une telle mauvaise foi? J'entends des pas dans l'escalier, annonça Poirot. Ça doit être Lady Millicent. Notre jolie cliente entra avec une expression inquiète qui se transforma en ravissement lorsqu'elle aperçut la lettre et la boîte que Poirot tenait à la main. « Oh, monsieur Poirot, c'est merveilleux! Comment y êtes-vous arrivé? »« Par des méthodes assez répréhensibles, mademoiselle. Et monsieur Lavington n'engagera pas de poursuite. Ceci est bien votre lettre, n'est-ce pas? » Lady Millicent la parcourut rapidement. « Oh, oui, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous êtes merveilleux, vraiment merveilleux. Où était-elle cachée? » Poirot lui expliqua. « Quelle ingéniosité de votre part d'y avoir pensé. Je vais garder ceci en souvenir, » ajouta la jeune fille en prenant la boîte sur la table. « J'espérais, mademoiselle, que vous m'autoriseriez à la garder, en souvenir également. Je compte bien vous envoyer un plus beau souvenir que cela. Le jour de mon mariage, vous verrez que je ne suis pas une ingrate, monsieur Poirot. Le plaisir de vous avoir rendu service est une plus belle récompense pour moi qu'un chèque. Aussi permettez-moi de garder cette boîte. »« Oh non, monsieur Poirot, je la veux absolument, » s'écria la jeune fille en riant. Elle étendit la main, mais Poirot fut plus prompt qu'elle. Sa main se referma sur la boîte. « Pas question, » déclara-t-il d'une voix changée. « Que voulez-vous dire » demanda Lady Millicent d'un ton cassant qui me surprit. « Permettez-moi alors de retirer de cette boîte le restant de son contenu. Comme vous le voyez, la cavité a été réduite de moitié en profondeur. Dans la moitié supérieure, la lettre compromettante. Et au fond, d'un geste adroit, Poirot sortit quelque chose de la boîte et étendit la main. Sur sa paume s'étalaient 4 grosses pierres scintillantes et 2 énormes perles d'une blancheur de lait. « Les bijoux volés de l'autre jour dans Bond Street, je suppose, » murmura-t-il. « Japp nous dira. » À mon grand étonnement, je vis Japp en personne sortir de la chambre de Poirot. « Un vieil ami à vous, je crois, » dit poliment Poirot à la jeune fille. « Mince, je suis refaite, » s'écria-t-elle en changeant totalement de manière. « Vieux gredin, » ajouta-t-elle d'un ton presque affectueux en se tournant vers Poirot. « Gertie, ma chère, lui dit Japp, je pense que cette fois-ci, vous avez perdu la partie. Je ne m'attendais guère à vous retrouver si vite. Nous tournons aussi votre ami, l'homme qui est venu ici l'autre jour, se faisant passer pour Lavington. Quant à Lavington lui-même, alias Crocker et alias Reed, j'aimerais bien savoir lequel d'entre vous l'a poignardé il y a quelques jours en Hollande. Vous pensiez qu'il avait la marchandise avec lui, pas vrai? Mais il ne l'avait pas, et il vous a doublé en cachant les bijoux chez lui.
Vous avez envoyé 2 acolytes fouiller sa maison, et puis vous avez fait appel à M. Poirot ici présent, qui, par une chance inouïe, a réussi à les retrouver. Vous aimez bien parler à ce que je vois, dit la fausse Lady Millicent. Lâchez-moi, je veux bien vous suivre, sans faire d'histoire. Vous ne pourrez pas dire que je ne suis pas une parfaite lady. Salut la compagnie. C'étaient ces chaussures qui ne collaient pas, murmura Poirot d'un ton pensif, alors que j'étais moi-même encore trop stupéfait pour pouvoir parler. J'ai pu observer différentes petites choses dans votre chère patrie, et j'ai remarqué qu'une grande dame, une vraie lady, était toujours très pointilleuse sur ses chaussures. Ses vêtements peuvent être usagés, mais elle sera toujours impeccablement chaussée. Or, cette Lady Millicent avait une toilette élégante et coûteuse, mais des escarpins bon marché. Il y avait peu de chances que vous et moi ayons eu l'occasion de voir la véritable Lady Millicent. Elle a passé très peu de temps à Londres, et il faut reconnaître que cette fille lui ressemblait assez pour pouvoir se faire passer pour elle. Comme je vous l'ai dit, ce sont tout d'abord ses chaussures qui ont éveillé mes soupçons. Et puis son histoire et son voile étaient un peu trop mélodramatiques, vous ne trouvez pas? Toute la bande devait être au courant que les bijoux étaient cachés dans la boîte chinoise, à double fond, refermant une fausse lettre promettante. Mais l'idée de la bûche creuse devait être celle du défunt Lavington. En tout cas, Hastings, j'espère bien que vous ne me blesserez plus dans mon amour-propre comme vous l'avez fait hier en disant que mon nom est inconnu des milieux criminels. Que diable! Ils font même appel à moi, quand eux-mêmes ils échouent. Fin. L'histoire s'intitule « Le mort avait les dents blanches ». Hercule Poirot dînait avec son ami, Henry Bonington, au Gallant Endeavour, King's Road, à Chelsea. M. Bonington aimait cet endroit. Il en goûtait l'atmosphère et la cuisine simple et bien anglaise. Il se plaisait à faire remarquer aux gens qui dînaient avec lui la place qu'occupait Augustus John et attirer leur attention, dans le livre d'or, sur le nom du fameux artiste. M. Bonington lui-même était rien moins qu'artiste, mais il se parait volontiers des activités des autres dans ce domaine. Molly, l'aimable serveuse, salua M. Bonington comme un vieil ami. Elle se faisait un point d'honneur de se souvenir des goûts de ses clients. « Bonsoir, messieurs, dit-elle, en aidant les 2 hommes à s'installer. Vous avez de la chance aujourd'hui, de la dinde au marron, votre plat favori. Et nous avons reçu un fromage de Stilton, dont vous me direz des nouvelles. Que prendrez-vous pour commencer? Du potage ou du poisson? » Bonington posa la question. « Pas de vos petits plats français surtout, dit-il à M. Poirot, qui étudiait le menu. De la bonne cuisine anglaise. Hercule Poirot agita la main. « Mon ami, dit-il, je m'en rapporte complètement à vous. »« Ah, Le sourcil froncé, Bonington fit son choix avec soin. Puis il se renversa en arrière avec un soupir et déplia sa serviette. « Une brave fille, dit-il, comme Molly s'éloignait. Elle a été une beauté dans le temps. Elle posait comme modèle. Elle s'y connaît en cuisine aussi. Et c'est beaucoup plus important. Les femmes sont un peu détraquées de ce côté-là. La plupart, pour un peu qu'elles sortent avec un homme qui leur plaît, ne font même pas attention à ce qu'elles mangent. Elles commandent la première chose venue. » Hercule Poirot secoua la tête. « C'est terrible. Dieu merci, les hommes sont différents, » remarqua Bonington avec complaisance. « Toujours ?» demanda Hercule Poirot, une petite étincelle dans l'œil. « Non, peut-être quand ils sont très jeunes, » lui accorda son ami. « Des chiots. Ils sont tous les mêmes. Aujourd'hui, pas de cervelle, pas d'endurance. Je n'aime pas les jeunes gens, et, ajouta-t-il impartial, ils me le rendent. Peut-être ont-ils raison. Mais à les entendre, on croirait qu'un homme n'a plus le droit de vivre passé 60 ans. À leur façon d'agir, on en vient se demander s'ils n'aident pas plus ou moins leurs vieux parents à passer dans l'autre monde. »« C'est fort possible, » admit Poirot. « Jolie mentalité, vos enquêtes policières détruisent tout idéal en vous. » Hercule Poirot sourit. « Tout de même, dit-il, il serait intéressant de dresser un tableau des morts accidentelles au-dessus de 60 ans. Je vous assure que cela vous donnerait à réfléchir. L'ennui avec vous, c'est que vous allez au-devant du crime au lieu d'attendre qu'il vienne à vous. »« Excusez-moi, dit Poirot, je me laisse entraîner à parler boutique.
Racontez-moi un peu, comment vont vos affaires, vos avis sur le monde actuel, la pagaille, et des discours pour cacher la pagaille, comme une sauce très relevée sur un poisson à la fraîcheur douteuse. Donnez-moi un honnête filet de sole, sans rien dessus. Molly lui apportait au même instant le plat en question, et Bennington eut un grognement approbateur. « Vous connaissez mes goûts, ma petite, dit-il. C'est normal, vous venez ici assez souvent, monsieur. » « Les gens mangent-ils donc toujours la même chose ?» demanda Poirot. « Ne changent-ils pas parfois ?»« Pas les messieurs, les dames aiment la variété, les hommes s'en tiennent à leurs habitudes. »« Que vous disais-je » dit Bonington. « Les femmes sont déséquilibrées quand il s'agit de nourriture. » Il jeta un coup d'œil autour de lui. « Regardez ce vieux type barbu, dans ce coin-là. Molly vous dira qu'il vient tous les mardis et jeudis soirs, depuis près de 10 ans. Il fait presque partie du mobilier. Mais personne ne sait son nom, son adresse ou sa profession. C'est amusant quand on y pense, n'est-ce pas ?» Molly s'approchait avec la dinde. Il se tourna vers elle. « Vous avez toujours, je le vois, la clientèle du vieux ?»« Oh oui, monsieur. Le mardi et le jeudi. Mais la semaine dernière, il est venu le lundi. Ça m'a toute bousculée. J'ai cru que c'était mardi. Mais il est revenu le lendemain. Il avait fait une sorte d'extra le lundi. » « Changement d'habitude intéressant, » murmura Poirot. « Et pourquoi ?»« Eh bien, monsieur, j'ai l'impression qu'il avait des ennuis. »« Qui vous fait dire cela? Sa façon d'être ?»« Non, pas exactement. Il était très calme, comme d'habitude. Il ne disait jamais autre chose que bonsoir en arrivant et en repartant. Non, c'était sa commande. »« Sa commande ?» Ces messieurs vont rire, Molly rougit. Mais quand on a servi un client depuis 10 ans, on finit par savoir ce qu'il aime et ce qui lui déplaît. Lui n'a jamais pu supporter le pudding, à la graisse de rognon ni les mûres. Et je ne l'ai jamais vu demander de la soupe épaisse. Eh bien, lundi, il a commandé de la soupe à la tomate, du beefsteak, du pudding au rognon et de la tarte aux mûres. On aurait dit qu'il ne savait même pas ce qu'il demandait. « Je trouve cela de plus en plus intéressant, » déclara Poirot. Molly lui adressa un regard reconnaissant et s'éloigna. « Alors, Poirot, dit Bonington, avec un gloussement, quelles sont vos déductions ? » « Je préfère vous entendre d'abord. Que je fasse, mon petit Watson ? Soit. Le vieux a été voir un médecin qui a changé son régime. Un menu pareil, impossible pour un médecin. Un médecin ferait n'importe quoi, mon vieux. Vous ne voyez pas d'autres explications. Sérieusement, je n'en vois qu'une. Il était sous l'emprise d'une émotion violente. Il était tellement troublé qu'il n'a prêté aucune attention à ce qu'il a commandé et mangé. Maintenant, vous allez me dire ce qui se passait peut-être dans son crâne. Peut-être préparait-il un meurtre. Il se mit à rire à cette idée, mais Poirot ne l'imita pas. Il semblait même très préoccupé. Hercule Poirot et Bonington se revirent environ 3 semaines plus tard, dans le métro. Ils s'adressèrent un signe de tête bousculé par la foule. La voiture se vida à Piccadilly Circus, et ils purent s'asseoir. « Ça va mieux ?» déclara Bonington. « Quelle bande d'égoïstes! Il n'y en a pas un qui se reculerait pour vous faire de la place. » Hercule Poirot haussa les épaules. « Que voulez-vous? La vie est tellement incertaine. »« C'est cela. Ici aujourd'hui, parti demain, » dit Bonington funèbre. « À propos, vous souvenez-vous de cet original dont on a parlé au Gallant Endeavour? Cela ne vous étonnerait pas qu'il soit en route pour un monde meilleur? Cela fait 1 semaine qu'on ne l'a pas vu. Molly est bouleversée. » Hercule Poirot se redressa, un éclair dans ses yeux verts. « Vraiment ?» dit-il. « Vous rappelez-vous, continua son ami, j'avais émis la supposition qu'un médecin l'avait soumis à un régime. Cette idée de régime était ridicule. Mais s'il avait vraiment consulté un médecin, et que les révélations de celui-ci au sujet de sa santé lui aient causé un choc, cela expliquerait sa distraction lors du repas. En tout cas, la secousse qu'il a reçue a hâté son départ de ce bas monde. Les médecins devraient prendre des précautions pour parler à leurs malades. Ils le font généralement, dit Poirot. Voilà ma station. Au revoir. Quand je pense que nous ignorons toujours qui était ce vieux type. Drôle de pays. » Il se hâta vers la sortie. Les sourcils froncés, Hercule Poirot ne semblait rien trouver de drôle aux choses qui l'entouraient. Rentré chez lui, il donna quelques instructions à Georges, son fidèle valet. Hercule Poirot suivait du doigt une liste de noms, ceux relatifs au décès d'une certaine région. Il s'arrêta soudain. Henri Gascogne,
69 ans. Je peux commencer par lui. Un peu plus tard dans la même journée, le détective était assis dans le salon de consultation du docteur McAndrew, dans King's Road. Le médecin, un Écossais roux de haute taille, avait un visage intelligent. « Gascogne » dit-il. « Oui, c'est exact. Un vieil excentrique, il habitait seul, dans une de ces bâtisses sans âge, que l'on fait abattre pour construire des immeubles modernes. Je le soignais pas, mais c'est moi que l'on a appelé. Je savais qui il était. C'est le laitier qui a flairé quelque chose. Les bouteilles de lait commençaient à s'empiler à l'extérieur. À la fin, les voisins ont prévenu la police. On a ouvert la porte et on l'a trouvé. Il avait piqué une tête dans l'escalier et il s'était cassé le cou. Il portait une vieille robe de chambre avec une ceinture interminable. Il a dû se prendre les pieds dedans. Je vois, dit Hercule Poirot, un simple accident. C'est cela. Avait-il des parents? Un neveu. Il venait voir son oncle une fois par mois environ. Il s'appelle George Lorimer. Il est médecin lui aussi, il habite Wimbledon. La mort du vieux l'a-t-elle ému? Je ne saurais vous le dire, il l'aimait bien, mais il le connaissait peu. Depuis combien de temps monsieur Gascogne était-il mort lorsque vous l'avez vu? Pas moins de 48 heures, et pas plus de 72. On l'a trouvé le 6 au matin. Mais il avait une lettre dans la poche de sa robe de chambre, écrite le 3, postée à Wimbledon, dans l'après-midi du même jour, et délivrée vers 21h20. Cela fait remonter la mort au 3 après 9h20. Cela concorde avec le contenu de l'estomac et l'état de la digestion. Il avait absorbé un repas 2 heures environ avant de mourir. Je l'ai examiné le 6 au matin. Son état était celui d'un homme mort depuis 60 heures. Tout cela me paraît très précis. Quand l'a-t-on vu en vie pour la dernière fois? Le soir du 3, King's Road vers 7 heures, c'était un mardi. Il avait dîné au Gallant Endeavour à 7h30. Il paraît qu'il dînait au même endroit tous les mardis. C'était un artiste à sa façon, fort mauvais. En dehors de ce neveu, il n'avait aucun parent. Un frère jumeau, l'histoire est assez curieuse. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années. L'autre frère, Anthony Gascogne, aurait, paraît-il, épousé une femme très riche et abandonné l'art. Ils se seraient querellés à ce sujet, ils ne se sont jamais revus. Mais chose curieuse, ils sont morts le même jour. L'autre jumeau s'est éteint à 3 heures dans l'après-midi du 3. J'ai déjà entendu une histoire de jumeaux mourant en même temps, à l'opposé du globe, une simple coïncidence sans doute, mais le fait demeure. La femme de l'autre frère vit-elle encore? Non, elle est morte depuis des années. Où habitait Anthony Gascogne? Il avait une maison à Kingston Hill. D'après le docteur Lorimer, il vivait en reclus. Hercule Poirot hocha la tête, pensif. L'Écossais le regarda avec attention. « À quoi pensez-vous, monsieur Poirot » dit-il brusquement. « J'ai répondu à vos questions à la seule vue de vos lettres de créance. C'était mon devoir. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. » Un simple cas de mort accidentelle, dit doucement Poirot. C'est bien votre avis. Pour moi, c'est une simple poussée. Le docteur McAndrew parut très surpris. En d'autres termes, un meurtre. Avez-vous une base pour étayer cette affirmation? Non, c'est une supposition. Mais il doit y avoir quelque chose, insista l'autre. Poirot ne répondit pas et McAndrew poursuivit. Si vous soupçonnez le neveu, j'aime autant vous dire que vous faites fausse route. Lorimer a joué au bridge à Wimbledon de 8h30 à minuit. Et la police l'a vérifié? Murmura Poirot. Vous savez quelque chose contre cet homme? Demanda le médecin. J'ignorais son existence jusqu'au moment où vous m'en avez parlé. Alors vous soupçonnez quelqu'un d'autre? Non, non, ce n'est pas cela du tout. Nous sommes en face d'un exemple des habitudes routinières de l'animal humain. C'est fort important en ce qui concerne feu monsieur Gascogne. Quelque chose cloche, voyez-vous. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup trop de sauce sur le poisson pas frais, murmura Poirot. Pardon? Hercule Poirot sourit. Vous n'allez pas tarder à me prendre pour un fou, docteur, mais je n'ai aucun dérèglement mental. Je ne suis qu'un homme aimant l'ordre et la méthode. Un événement illogique me contrarie toujours. Vous me pardonnerez, j'espère, docteur, l'ennui que je vous ai causé. Il se leva et le médecin l'imita. Honnêtement, dit McAndrew, je ne vois rien de suspect au sujet de la mort de Henri Gascogne. Pour moi, il est tombé. Pour vous, on l'a poussé. Tout cela est en l'air. Hercule Poirot soupira. Oui, dit-il, c'est un travail bien fait. Persister à penser
Le petit homme écarta les mains. Je suis obstiné, j'ai une petite idée, sans rien pour l'étayer. Au fait, Anthony Gascoigne avait-il de fausses dents? Non, les siennes étaient en excellent état. À son âge, cela peut surprendre. Il les soignait bien. Elles étaient blanches et bien brossées. Oui, je les ai remarquées. Les dents ont tendance à jaunir chez un vieillard. Les siennes étaient très belles. Nullement colorées. Non, il ne devait pas fumer, si c'est à cela que vous pensez. Je ne songeais pas à cela spécialement. Au revoir, docteur, et merci pour votre amabilité. Au galant endeavour, il choisit la table qu'il avait occupée avec son ami Bonington. Il ne reconnut pas la serveuse. Molly, lui dit-elle, était en vacances. Il n'était que 7 heures, et le détective n'eut aucun mal à faire parler la jeune fille sur le vieux monsieur Gascoigne. Oui, dit-elle, cela faisait des années qu'il venait ici, et aucune de nous ne savait son nom. On a vu sa photo dans le journal pour l'enquête. Tiens, et je dis à Molly, mais c'est notre vieux. Il a dîné ici le soir de sa mort? Oui, mardi le 3. Il venait tous les mardis et les jeudis, ponctuel comme une horloge. Vous ne vous souvenez pas, je présume, de ce qu'il a mangé ce soir-là. Attendez. Une soupe au curry, oui, du pudding ou du mouton? Non, du pudding. De la tarte aux mûres et aux pommes, et du fromage. Et quand on pense qu'il est rentré chez lui pour tomber dans l'escalier le même soir, c'est le cordon de sa robe de chambre qui a fait ça, il paraît. Évidemment, ses vêtements étaient toujours affreux, démodés et ficelés n'importe comment, mais il avait quand même l'air distingué, comme si c'était quelqu'un. On a des clients intéressants ici. Elle s'éloigna, et Poirot se consacra à son filet de saule. Ses yeux brillaient. C'est étrange, se dit-il, comme les gens les plus intelligents trébuchent sur des détails. Bonington sera intéressé. Mais l'heure d'une conversation amicale avec Bonington n'avait pas encore sonné. Armé de puissantes introductions, Hercule Poirot n'éprouva aucune difficulté à avoir un entretien avec le coroner de la région. Une curieuse figure, ce Gascoigne, remarqua-t-il. Un homme excentrique et peu sociable. Mais son décès semble provoquer un intérêt bien inhabituel. Il regardait son visiteur avec curiosité tout en parlant. Hercule Poirot choisit ses mots avec soin. Ce sont les circonstances, monsieur, qui rendent une enquête souhaitable. Bien. Comment puis-je vous aider? Selon votre avis, les documents produits en cours de justice sont classés ou détruits? Je crois, on a trouvé, n'est-ce pas, une lettre dans la poche de la robe de chambre d'Henri Gascoigne. En effet. Une lettre de son neveu, le docteur Georges Lorimer? Exactement. La lettre produite à l'enquête aida à fixer la date de la mort, laquelle fut corroborée par l'examen médical. Parfaitement. Cette lettre est-elle toujours en votre possession? Hercule Poirot attendit la réponse avec anxiété. Il poussa un soupir de soulagement en apprenant que le document existait encore. On lui présenta la lettre, et il l'étudia avec soin. Elle était écrite à la main. Cher oncle Henri, je regrette de vous dire que je n'ai pas eu de succès auprès de l'oncle Anthony. Il n'a montré aucun enthousiasme à l'idée d'une visite de votre part et n'a pas voulu répondre à votre désir d'oublier le passé. Il est évidemment très malade et il n'a plus toute sa tête. Je crains que la fin ne soit proche. Il semblait à peine se souvenir de vous. Je suis désolé de ne pas avoir réussi, mais je vous assure que j'ai fait de mon mieux. Votre neveu affectionné, Georges Lorimer. La lettre était datée du 3 novembre, et le timbre de l'enveloppe portait 16h30, 3 novembre. Tout est merveilleusement en ordre, murmura le détective. Kingston Hill fut son objectif suivant. Après quelques difficultés et une douce obstination, Poirot obtint une entrevue d'Amelia Hill, cuisinière gouvernante de feu Anthony Gascoigne. Madame Hill était de nature soupçonneuse, mais le charme du détective aurait agi sur une pierre. La gouvernante s'assouplit. Elle se surprit, comme l'avaient fait tant d'autres femmes avant elle, à raconter ses ennuis à cet auditeur sympathique. Durant 14 ans, elle s'était chargée de tenir la maison de M. Gascoigne. Quel travail! N'importe qui aurait succombé à la tâche. Pour être excentrique, il l'était. Il ne le niait pas, en regardant avec ça une vraie manie. Riche comme il était. Mais Madame Hill l'avait servi avec fidélité et tenu compte de ses habitudes. Naturellement, elle s'était attendue à un souvenir quelconque, mais non, rien du tout. Juste un vieux testament laissant tout l'argent à sa femme, et si elle mourait avant lui, à son frère Henri.
un testament établi depuis des années, ce n'était pas juste. Graduellement, Hercule Poirot la détacha de sa préoccupation principale, sa cupidité insatisfaite. C'était effectivement d'une injustice écœurante. Nul ne songerait à la blâmer de se sentir blessée et surprise. Chacun savait à quel point M. Gascoigne tenait serré les cordons de sa bourse. On avait même dit qu'il avait refusé assistance à son frère unique. Madame Hill devait être au courant. C'est pour ça que le docteur Lorimer est venu le voir, demanda la gouvernante. Je savais qu'il était question du frère, mais je croyais seulement qu'il demandait la réconciliation. Il s'était brouillé depuis un temps fou. Monsieur Gascoigne s'y est refusé, n'est-ce pas? Oui, reconnut madame Hill. Il pouvait à peine parler, mais il a dit « Henri? Que veut-il? Je ne l'ai pas vu depuis des années et je ne veux pas le revoir, Henri. C'est un querelleur. » Puis madame Hill reprit le sujet qui lui tenait à cœur et s'étendit sur l'attitude discourtoise de l'homme d'affaires feu Anthony Gascoigne. Poirot éprouva quelques difficultés à prendre congé sans mettre fin trop brutalement à la conversation. Un peu après l'heure du dîner, il se présenta à Elmerest, Dorset Road, Wimbledon, résidence du docteur Lorimer. Le médecin était chez lui. On introduisit le détective dans le cabinet où Lorimer, qui sortait visiblement de table, le rejoignit aussitôt. « Je ne suis pas un malade, docteur, et ma présence vous semblera peut-être déplacée. Mais je suis un vieux monsieur, et j'aime aller droit au but. Je n'apprécie pas les hommes de loi et leurs méthodes alambiquées. » Il avait éveillé l'intérêt de Lorimer, c'était visible. Le médecin était glabre et de taille moyenne, il avait les cheveux bruns, mais les cils décolorés, presque blancs, donnaient à ses yeux un reflet pâle, délavé. Ses gestes étaient vifs. « Des hommes de loi ?» dit-il en levant le sourcil. « Au diable, ceci! Vous excitez ma curiosité, cher monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. » Poirot obtempéra et tendit une de ses cartes de visite au médecin. Les cils blancs de Georges Lorimer battirent. « Ma clientèle est surtout composée de femmes, dit le détective d'un ton de confidence. « Naturellement, remarqua Lorimer avec un clignement d'œil. Comme vous dites, les femmes ne font pas confiance à la police officielle. Elles préfèrent les enquêtes privées. Elles ne veulent pas voir leurs ennuis rendus publics. Il y a quelques jours, une vieille dame est venue me trouver. Elle était malheureuse au sujet d'un mari, avec lequel elle s'était querellée de longues années auparavant. Ce mari était votre oncle, le défunt monsieur Gascoigne. » Georges Lorimer devint écarlate. « Mon oncle? C'est ridicule. Sa femme est morte depuis longtemps. Pas votre oncle Anthony Gascoigne, votre oncle Henri Gascoigne. L'oncle Henri, mais il s'était jamais marié. Mais si, il l'était, assura Poirot montant sans vergogne. Il n'y a aucun doute à cela. Cette dame m'a montré son livret de mariage. C'est faux, s'écria Georges Lorimer. Le visage l'y devint. Je n'en crois rien, vous n'êtes qu'un affreux menteur. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Dit Poirot. Vous avez commis un meurtre pour rien. Un meurtre? Balbutia le médecin, dont les yeux pâles se dilataient de terreur. Au fait, remarqua Poirot, je vois que vous avez encore mangé de la tarte au mûr. Des mauvaises habitudes. Ce sont, dit-on, des fruits pleins de vitamines. Mais ils peuvent être mortels aussi. Ils auront fortement contribué à vous faire passer la corde au cou, docteur Lorimer. Voyez-vous, mon ami, votre raisonnement pêchait par la base, dit Hercule Poirot en souriant aimablement de l'autre côté de la table, à M. Bonington. Un homme sous l'influence d'une forte tension mentale ne fait pas, à ce moment, ce qu'il n'a jamais fait. Il choisit la ligne de moindre résistance. Un homme bouleversé peut venir dîner en pyjama, mais ce sera le sien, pas celui de quelqu'un d'autre. Un être déteste les soupes épaisses, les puddings gras et les mûrs, et demande à en manger parce que, dites-vous, il pense à autre chose. Mais je déclare qu'un homme préoccupé commandera automatiquement le plat qu'il a l'habitude de demander. Eh bien, quelle autre explication pouvait-il y avoir? Je n'en trouvais aucune raisonnable, et cela me préoccupait. Rien ne cadrait. J'ai un esprit méthodique, et j'aime comprendre. Le menu de M. Gascoigne me contrarie. Puis vous m'avez appris la disparition de l'homme. Pour la première fois, depuis qu'on le connaissait, il ne s'était pas montré le mardi et le jeudi. Cela me plut encore moins. Une hypothèse germa dans ma tête. Si elle se tenait, l'homme était mort. Je menai une enquête. Il était mort en effet.
bien proprement. En d'autres termes, le poisson avarié était recouvert de sauce. On l'avait vu à 7 heures, Kings Road. Il avait dîné ici à 7h30, 2 heures avant sa mort. Tout concordait. Le contenu de l'estomac, la lettre, beaucoup trop de sauce, on ne voyait plus le poisson. Le neveu dévoué écrit une lettre. Il a un merveilleux alibi pour l'heure du décès, mort causée par une chute dans un escalier, simple accident, meurtre. Chacun s'accorde pour y voir un accident. Unique survivant, le neveu dévoué. Il héritera, mais quoi? L'oncle est notoirement pauvre. Mais il a un frère qui, dans le temps, a épousé une femme riche. Un frère qui habite une belle et grande maison à Kingston Hill. Vous suivez le jeu. La femme laisse son argent à Anthony. Anthony le laisse à Henry, qui le laisse au neveu. La chaîne est complète. Très beau en théorie tout ça, objecta Bonington. Mais qu'avez-vous fait? Quand on sait, on arrive généralement au but que l'on s'est fixé. Henry est mort 2 heures après son repas. Et il s'agissait du déjeuner, non du dîner. Mettez-vous à la place de George. Il veut de l'argent, désespérément. Anthony Gascogne est mourant, mais sa mort ne rapportera rien à George. Henry l'héritier peut vivre des années encore. Il faut donc qu'il meure, et le plus tôt sera le mieux. Mais cependant, après Anthony. Et George doit s'assurer un alibi. Henry a l'habitude de dîner régulièrement au même restaurant, 2 jours donnés de la semaine. George, garçon de précaution, essaye son plan. Il se fait passer pour son oncle le lundi, dans le restaurant en question. Ça marche, sans heurts. Tout le monde s'y laisse prendre. Il est satisfait. Il lui reste à attendre que l'oncle Anthony manifeste l'intention de s'éteindre. L'heure venue, il écrit une lettre à son oncle Henry dans l'après-midi du 2, mais la date du 3. Il vient faire une visite à Henry le 3 et passe à l'action. Une bonne poussée et l'oncle bascule dans l'escalier. George recherche sa lettre et la glisse dans la robe de chambre du mort. À 7h30, il est au Gallant Endeavour, les sourcils en broussailles, barbu, parfaitement déguisé. Aucun doute, Henry Gascogne est en vie. Puis une métamorphose rapide dans un lavabo et à toute vitesse à Wimbledon, où il occupe la soirée à jouer au bridge. L'alibi parfait. Et le cachet de la poste sur la lettre, demanda Bonington. Très simple. Il était brouillé. Pourquoi? On l'avait altéré au noir, de fumée, et mis un 3 à la place du 2. Personne ne l'aurait remarqué, à moins de le vouloir. Et puis, pour finir, il y avait les murs. Les murs? Tout compte fait, George n'était pas un bon acteur. Il ressemblait à son oncle, marchait comme lui, parlait comme lui, portait la même barbe et les mêmes sourcils, mais il a oublié de manger comme lui. Il a demandé les plats qu'il aimait lui-même. Les murs colorent les dents. Celles du mort étaient blanches, et cependant Henry Gascogne avait mangé ce soir-là de la tarte au mur au Gallant Endeavour. Ce matin, je me suis informé, l'estomac ne contenait pas ces fruits. De plus, George avait été assez stupide pour conserver la fausse barbe et le reste du maquillage. Oh, les preuves ne manquaient pas, si on les avait cherchées. J'ai fait une visite au neveu et lui ai confié cette histoire. Cela l'a achevé. Entre parenthèses, il avait de nouveau mangé des mûres. Un type gourmand très intéressé par la nourriture. Eh bien, sa gourmandise aura causé sa perte. À cet instant, une serveuse le rapporta de la tarte aux mûres. « Emportez cela !» s'écria Bonington. « On ne saurait être trop prudent. » Fin.